Mesdames, Messieurs, écoutez, je suis heureux de vous accueillir dans cet hôtel de la rue de Bellechasse, qui a été à l'époque construite par notre secrétaire permanent de l'époque, qu'on appelait le comte de Béhac. Donc écoutez, c'est un lieu d'histoire, un lieu marqué par l'histoire. D'ailleurs, vous voyez là qu'on a la trace de l'état de montée de la crue de la Seine le 28 janvier 1910, cette fameuse crue des Sénats. Voilà, ben, suivez-moi dans cet hôtel que je vous ai présenté, dans ce hall dans lequel vous trouverez deux statues de nos anciens qui ont été bien sûr de nombreux membres illustres de cette académie. Vous avez ici notre tableau qui a été fait depuis 1985 sur les présidents, secrétaires perpétuels, trésoriers perpétuels, mais que vous retrouvez sur cet autre tableau sur lequel sont présentées toutes les structures depuis 1761 qui étaient anciennement Société royale d'agriculture, libre, bien sûr au moment de la Révolution, impériale, 1804, royale en 1814, nationale avec notre République de 1848, à nouveau impériale en 1853 avec Napoléon III et centrale 1871 pour redevenir nationale en 1878 et ce nom d'Académie d'agriculture de France depuis 1915. Vous avez bien sûr les noms des présidents, mais je vais vous m'arrêter sur quelques noms célèbres qui ont marqué cette académie. Tout d'abord, en 1761, quels étaient ses premiers noms? On y retrouve notamment Buffon, et vous connaissez Buffon, tout ce qu'il a pu apporter. On va retrouver Jussieu, vous connaissez le maréchal d'Estrées, mais aussi on y retrouvera l'abbé Grégoire. Et puis là, je vais m'arrêter sur un nom qui est celui de Lavoisier. Lavoisier qui, en 1785, malheureusement, a été de ceux qui n'ont pas pu sauver leur tête au moment de la Révolution, alors que Parmentier, qu'on retrouve en 1788, mais aussi après la Révolution, est resté. Alors peut-être aussi vous donner des noms qui ont été une saga, la saga des Villemorins, puisque de Philippe Victor, en passant par Philippe André, et puis je retrouverai d'autres tout à l'heure que je vous montrerai. Je retrouve aussi Jussieu, à nouveau, qui ont marqué cette académie. Mais voilà, tout à l'heure je vous ai parlé de Pasteur. Voilà, Pasteur 1872 a été membre de cette académie. Voilà, écoutez, dans la suite des noms célèbres, 1885, là c'est Henri de Villemorins. Vous voyez, les Villemorins sont devenus anoblis. Vous retrouvez maintenant les deux Villemorins, comme vous retrouvez Louis de Vogüé, qui en 1919 est devenu membre de cette académie. De Vogüé vous dit sans doute quelque chose avec le champagne de Vogüé, qui est très célèbre et vraiment de qualité. Voilà, je vais poursuivre cette montée, comment on a associé les membres de l'Académie. Je retrouve là encore Roger de Villemorins, 1946. Puis un nom célèbre en 1955, c'est Chambard-Delot, Jean-Baptiste Chambard-Delot, qui était un économiste rural qui a beaucoup travaillé, connu pour ses écrits, etc.
Ah, pourquoi pas Marc Ferré, puisque c'était un agriculteur de l'Aisne. La famille Ferré est une famille très très connue, Ferré, et la famille Ferté est d'ailleurs agriculteur dans l'Aisne. Voilà, je vais continuer avec un homme aussi célèbre qui est celui de Prosper Gervais. Prosper Gervais est un des membres en 1915 qui a créé le groupe Gervais. Vous connaissez le petit Suisse de l'époque, mais le groupe Gervais est devenu Gervais Danone et aujourd'hui Danone. Voilà pour ce petit panorama rapide des hommes et femmes qu'on verra plus tard qui ont fait l'académie. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous donner la parole à notre présidente 2020, Nadine Vivier, qui fait partie, je crois, la 6e ou 7e femme qui a été honorée dans cette académie, pour vous dire que, bon, la féminisation est en cours, mais elle a été quand même aussi tardive. Merci. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Je vais donc continuer la visite. Les nombreux noms des membres titulaires élus continuent ici. Vous voyez, à partir de 1988 et tout au long, nous allons monter. Mais je voudrais m'arrêter un instant d'abord sur Pasteur. Louis Pasteur, qui a été bien connu par ses vaccins, mais qui est aussi un bienfaiteur de l'agriculture, ce qu'on a tendance à oublier. À l'époque, au XIXe siècle, il n'y avait pas encore une séparation très nette entre la recherche universitaire et l'industrie. Donc Pasteur a été sollicité par les industriels, d'abord parce qu'il faisait des recherches sur la fermentation. On lui a demandé, les industriels du Nord lui ont demandé de les aider à faire des bières de meilleure qualité. Puis ensuite, ce fut le tour du vin dans les années 1860. Et plus tard, comme il avait réussi là, les industriels de la soie ont été frappés par une très grave maladie du ver à soie et ils l'ont donc appelé à la rescousse. Et il est allé dans le Midi étudier ce ver à soie qui était malade et il a réussi simplement par la sélection au microscope en montrant quels étaient les mauvais vers. Et puis ensuite il y a eu, on l'a appelé pour aider à résoudre le problème du choléra des poules et du charbon du mouton, le vaccin du charbon du mouton sur lequel il y avait déjà eu des travaux, mais sur lequel il a vraiment mis au point un vrai vaccin qui a sauvé les filières du mouton. Alors maintenant, si vous voulez, je vous entraîne à travers cette liste de noms et pour vous faire visiter un peu le premier étage. Vous avez ici donc les noms des différents membres titulaires et dont vous voyez que ça se féminise légèrement, peu à peu, mais de plus en plus au fil des années. Alors, nous avons ici un grand tableau de médaillons sculptés par David d'Angers. Alors je voudrais m'arrêter 2 secondes sur eux parce que vous y verrez la volonté de partage des connaissances et l'attrait pour le patrimoine dès ce moment-là. Alors puisque nous venons de parler de Pasteur, nous avons un chimiste comme Pasteur à la même époque qui est Liebig. Liebig, le grand savant allemand, qui lui ne s'est pas intéressé particulièrement à la biologie comme Pasteur, mais aux engrais, à la fertilisation des plantes, et qui lui aussi a été très impliqué dans l'industrie. Et puis un autre personnage lié à Pasteur, c'est tout en haut, à droite, Jean-Baptiste Dumas. Jean-Baptiste Dumas, qui était un chimiste dont Pasteur a suivi les cours et qui a été aussi ministre de l'Agriculture et qui a été un personnage assez puissant.
et qui a eu pour idée permanente de diffuser les connaissances. Il a créé en 1825 une école qui est aujourd'hui l'école centrale des arts et métiers. Je pourrais encore vous montrer ici un personnage très important, outre d'autres chimistes comme Chevreul, Lavoisier, qui ont été très importants au XIXe siècle, mais aussi parler un peu de Alexander von Humboldt. Humboldt était un scientifique allemand. Lui et son frère avaient une grande aspiration à découvrir le monde. Et Humboldt, entre 1799 et 1804, est allé en Amérique latine. Il a herborisé, regardé tous les animaux, et il a même grimpé à ce qui semblait être la montagne la plus haute de l'époque, qui était le Chimborazo. On se demande, avec les moyens qu'il avait à l'époque, comment il a réussi, mais c'était donc un grand exploit. Après quoi, il est remonté à travers le Mexique, les États-Unis, où il a rencontré Jefferson, qui lui aussi était un membre de notre académie. Et il est revenu en 1804 avec 60 000 spécimens de plantes, d'animaux, d'insectes et des échantillons de sol. Alors, à partir de là, ce patrimoine et cette connaissance du patrimoine, il a voulu la faire partager. Alors, il l'a fait partager d'abord par des publications. Il a écrit un ouvrage sur les voyages dans les régions équatoriales, 30 volumes. Et il a continué encore après. Donc, par les ouvrages, par les conférences aussi bien en France qu'en Allemagne, où il a partagé sa vie, par la création de musées, par exemple les musées de l'île, des musées à Berlin. Et les sociétés savantes, ça a été quelque chose de très important, parce que c'était là où il rencontrait les autres savants et où ils échangeaient beaucoup, et c'est de ces échanges qu'ont pu naître des quantités de progrès et répandre ces idées du patrimoine. Bien, alors, pour compléter un peu cette vision des personnages et la richesse de notre bibliothèque que nous venons d'évoquer avec toutes ces publications, eh bien, je vais maintenant passer la parole à André Fougeroux. André Fougeroux, bonjour. Vous êtes membre de l'Académie et responsable du fonds documentaire de cette même Académie. Donc nous sommes là dans le petit salon. Vous allez nous présenter différents ouvrages, différentes gravures, et ensuite nous irons dans la bibliothèque. Bien, bonjour, bienvenue ici effectivement au sein du fonds documentaire de l'Académie. Alors ce fonds documentaire, il est très riche bien sûr d'ouvrages, le plus ancien datant de 1512. Donc vous voyez, on a un historique de documents, alors à la fois des ouvrages, des livres, mais aussi beaucoup d'iconographie et un certain nombre d'archives, de lettres, hein, notamment d'académiciens, des lettres anciennes, dont certaines remontent au tout début de l'Académie, c'est-à-dire à 1761. Alors ici, vous êtes effectivement dans le petit salon, qui est une salle de réunion qui permet des discussions en petits groupes, si je peux dire. Ce petit salon est décoré avec un certain nombre de vitrines que vous pouvez voir et qui représentent les différents aspects des activités agricoles, avec une petite exposition de machinisme, hein, issu d'un certain nombre de musées de l'histoire agricole, et notamment le musée du Compas, qui nous a prêté un certain nombre de maquettes qu'ils avaient en dépôt. Ensuite, un certain nombre de médailles qui datent pour certaines aussi des tout débuts de l'Académie, qui à l'époque s'appelait la Société centrale de la Généralité de Paris. Donc vous voyez, c'était très, très localisé à cette époque-là, et donc qui a donné petit à petit, qui a abouti en 1915 à l'Académie. Ici, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont
que l'on met en valeur, qui sont en fait les ouvrages les plus récents produits par les académiciens, avec un certain nombre de thématiques qui sont présentées, qui souvent correspondent à des thématiques sociétales. Hein. Vous voyez, il y a le Covid et agriculture, par exemple, le grand livre des arbres de la forêt, le grand livre de l'alimentation. Et tout ça reprend, tous ces ouvrages reprennent des thèmes qui, bien évidemment, sont traités par l'Académie, que ce soit sur l'agriculture en général, mais aussi sur l'environnement et sur l'alimentation. Et puis vous avez un certain nombre de portraits de nos illustres prédécesseurs, avec des académiciens dont les noms sont en général très connus, hein, comme Lavoisier, comme Lafayette, comme Daubenton, voilà, donc des gens, Turgot, etc. Des gens extrêmement célèbres et qui ont, pour certains d'entre eux, été à l'origine de cette société savante, de cette académie d'agriculture. Et donc on leur rend hommage à travers ces portraits. Alors il y a quelques histoires savoureuses, bien évidemment, autour de ces illustres prédécesseurs. Il y a l'histoire célèbre de Dupont de Nemours, hein, que je me plais à raconter, qui était un collègue qui a travaillé avec Lavoisier et qui était chimiste au départ, et qui en fait, ils avaient mis au point un système de poudre pour les fusils et pour les canons, qui était une poudre beaucoup plus efficace que les poudres qui étaient utilisées jusqu'alors. Et en fait, quand Dupont de Nemours est parti aux États-Unis pour la guerre d'indépendance américaine, en fait, il est parti avec sa recette de poudre. Et ces poudres permettaient à l'armée américaine, qui se battait contre l'armée anglaise, permettaient de tirer des balles plus loin, ce qui leur permettait d'être à l'abri des tirs anglais, tout en pouvant toucher l'armée anglaise de leurs fusils. Et donc cet avantage qui a été en partie, qui a donné le succès de cette guerre d'indépendance, enfin qui a contribué au succès de cette guerre d'indépendance, cet avantage a valu à Dupont de Nemours d'avoir l'exclusivité de la commercialisation de la poudre aux États-Unis pendant une centaine d'années. Et donc toute la fortune de Dupont de Nemours s'est faite à ce moment-là. Et la grande entreprise qu'on connaît, qui a créé le nylon, le tergal, etc., la grande entreprise que l'on connaît maintenant au niveau mondial, est issue de cette histoire remarquable de Dupont de Nemours. Donc on voit que la science a permis là, de faire un certain nombre de progrès. Donc voilà, c'est ces gens-là que l'on célèbre à travers ces portraits qui sont à mon avis très importants. Bon, Lavoisier, qui a malheureusement mal fini à la Révolution, a été aussi un très grand contributeur puisqu'il avait beaucoup travaillé sur l'alimentation, entre autres, de la ville de Paris et les approvisionnements de la ville de Paris. L'alimentation était un problème critique au XVIIIe siècle et Lavoisier avait fait tout un tas d'inventaires pour savoir combien il fallait de nourriture pour nourrir la ville de Paris à cette époque-là. Donc voilà, donc des préoccupations que l'on a aujourd'hui, il les avait déjà il y a 250 ans. Nous voici donc dans la bibliothèque de l'Académie, qui compte environ 8000 volumes sur les 35 000 que comprendrait l'Académie en général. Voilà. André Fougeroux va vous présenter certains ouvrages en faisant un focus sur un ouvrage de Redouté. Bienvenue ici dans la grande bibliothèque. Effectivement, ici on a à peu près 8000 volumes qui sont rassemblés et qui traitent de l'ensemble des thématiques qui intéressent l'Académie d'agriculture. La plupart des ouvrages, on a beaucoup d'ouvrages qui datent du 19e siècle, c'est le gros, si on peut dire, de notre fonds documentaire, mais on a de plus en plus d'ouvrages maintenant, effectivement, du 20e siècle et du 21e siècle, puisque le plus ancien ouvrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, date de 1512, et le plus récent, il date d'hier. Voilà, donc on essaye d'avoir une gamme la plus vaste possible.
Mais c'est vrai que dans les consultations de la bibliothèque, ce qui intéresse beaucoup les personnes qui viennent consulter ce fonds documentaire, ce sont les archives, les documents anciens, les écrits anciens, voire les manuscrits anciens que l'on peut avoir ici. Les thématiques qui sont abordées sont très variées. Ça va des cultures spécialisées, donc tout ce qui est horticulture, culture légumière, etc., jusqu'aux productions beaucoup plus grandes cultures, on va dire, les céréales, les traves à sucre, la pomme de terre, etc. Et puis on a des thématiques qui touchent l'élevage, bien évidemment. L'élevage est une composante importante de nos activités, avec tous les travaux qui ont été faits sur les améliorations des races, que ce soit les races chevalines ou les races bovines, ou encore les volailles. Ensuite, on a tout un volet qui est consacré à l'alimentation, alors aussi bien l'alimentation en tant que telle, donc les questions de pénurie, de carence, d'équilibre alimentaire, etc., mais aussi l'alimentation dans le sens de la transformation des produits agricoles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ouvrages sur tout ce qui est les recherches qui ont été faites, les travaux qui ont été faits sur les procédés technologiques qui permettaient soit de faire du pain, soit de faire de la bière, soit de faire du vin, etc. Et puis ensuite, on a tout un volet qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est le volet des voyages des agronomes en France ou dans d'autres pays alentours, et des voyages qui relatent la vie agricole, la vie paysanne au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. On a un volet aussi qui est consacré au machinisme, donc avec les arrivées des premières machines agricoles, avec notamment, on a un document sur le premier tracteur, si je peux dire, qui fonctionnait à la vapeur, bien évidemment, et qui date de la fin du XIXe siècle. Voilà, et puis ensuite on a tous les journaux d'agriculture d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de publications qui étaient dédiées à l'agriculture, que ce soit des publications techniques, mais aussi sociologiques, voire statistiques, qui sont dédiées à l'agriculture, et donc qui ont été, on a les collections de ces différents journaux qui relataient donc les préoccupations agricoles du XIXe siècle essentiellement, et du début du XXe siècle. Voilà, et puis après, les thèses des étudiants, chaque année, il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits pour récompenser les meilleures thèses d'étudiants concernant les thèmes qui nous préoccupent. Et donc, on récupère ces thèses, qui sont de plus en plus électroniques maintenant, mais on a un certain nombre de thèses qui ont été récompensées ici au sein de l'Académie. Voilà, alors dans les ouvrages que je vous présente, ces préoccupations que nos ancêtres avaient, qui ont été de décrire les végétaux qui servaient à l'alimentation et d'essayer à travers ces descriptions d'en trouver des voies d'amélioration. Et ici vous avez par exemple la pomme Joséphine. Alors c'est très curieux parce qu'en fait les variétés de pommes ont été emmenées aux États-Unis lors de la guerre d'indépendance essentiellement, à l'époque où la France avait encore un certain nombre d'activités aux États-Unis. Et ensuite les voyageurs, ces pommes sont revenues, mais elles avaient été transformées aux États-Unis. Et la pomme Joséphine est typiquement une pomme qui a fait un aller-retour entre la France et les États-Unis, donc, et qui a été baptisée du nom de Joséphine, Joséphine de Beauharnais. Ensuite, ici, je vous ai mis un livre qui est le traité un peu fondateur de la science agricole, si on peut dire. C'est le livre d'Olivier de Serres, le théâtre d'agriculture et le ménage des champs, avec ici, ça traitait de tout, y compris des parterres floraux, parce que là vous avez les parterres floraux, je crois, des Tuileries, si je ne me trompe pas, aux armoiries de France et de Navarre. Donc, et c'est une très belle édition, qui est une édition de 1648, donc qui n'est pas tout à fait l'édition originale, mais qui est une très belle édition qu'on a ici en dépôt. Ensuite, ici je vous présente ce qui avait été fait pour les végétaux, c'est-à-dire essayer de valoriser, de connaître les principales variétés de végétaux. La même approche est faite pour les animaux. Et ici vous avez
un bœuf très célèbre, un taureau très célèbre qui s'appelait Richard Cœur de Lion et qui en fait a été un taureau de la race du Ram qui a été ramené en fait d'Angleterre par les aristocrates qui étaient partis, qui avaient quitté la France au moment de la Révolution. Ils sont revenus avec une race amélioratrice qui était donc ces fameux taureaux de Durham et qui ont permis d'améliorer la plupart des races bovines françaises. Alors les représentations sont très amusantes parce que ils présentent des pattes très courtes, anormalement courtes sur le dessin, une tête aussi très réduite, et puis on met en avant le côté viande de l'animal, c'est-à-dire qu'on lui a fait un corps énorme, laissant supposer qu'il y avait plus de viande que de pattes ou de tête, ce qui était un petit peu déformé. Une préoccupation de nos ancêtres aussi, c'était toute la traction animale et notamment les armées avaient besoin d'un certain nombre de chevaux pour différentes tâches. Et donc il y avait un inventaire des haras existants en France qui permettait de savoir où on en était des animaux disponibles en cas de guerre par exemple et aussi les affectations de ces animaux. Et donc il y avait des haras qui étaient disposés un petit peu partout en France. Et ici, c'est le haras de Tarbes, le dépôt d'étalons de Tarbes, donc voilà, qui permettait de produire les chevaux à la fois pour les utilisations civiles, mais aussi et surtout les utilisations militaires. Là, je vous ai mis une thèse qui date de la fin du 19e siècle, une thèse manuscrite, hein, donc voilà, c'était assez étonnant. Sur les animaux domestiques d'Europe. Donc c'était toujours cette idée de connaître les races les plus adaptées aux différents terroirs, aux différentes situations. Et ici vous avez par exemple dans les poulets la race de crève-cœur ou la race de houdan qui existe toujours, mais donc voilà avec des représentations ici des dessins en fait de ces races et puis les commentaires manuscrits qui vont avec. Donc une thèse manuscrite de la fin du 19e siècle. Bon, là, c'était pour vous montrer toute cette variété que l'on a, qui s'est un peu perdue hein, de variétés anciennes et qui constitue une problématique actuelle. Ici, vous avez la cerise de la Toussaint. Alors, je ne crois pas qu'on cultive encore de la cerise de la Toussaint en France, mais la cerise de la Toussaint, en fait, avait cette caractéristique, c'était de produire des fruits pratiquement jusqu'en automne. À ma connaissance, je ne crois plus qu'on ait de cerisiers qui nous produisent des fruits depuis le mois de juin jusqu'à l'automne. Mais donc voilà, c'était un peu des témoignages de ces variétés que l'on trouvait un petit peu partout en France et qui constituaient la richesse de notre patrimoine agricole. Et puis, je voudrais terminer par ici cette très belle représentation, alors qui est une copie, mais une copie de belle facture, de Pierre-Joseph Redouté. Donc Pierre-Joseph Redouté, qui est un peintre botaniste extrêmement célèbre dans le monde maintenant, qui travaillait pour le Muséum d'histoire naturelle après la Révolution et qui a travaillé aussi pour Joséphine de Beauharnais au château de la Malmaison, afin de faire un inventaire de toutes les fleurs qu'elle avait au château de la Malmaison. Et donc voilà, ça c'est une représentation. Nous avons la chance d'avoir une collection de vélins originaux produits par Pierre-Joseph Redouté et un certain nombre de ses collègues, donc au tout début du 19e siècle, dans les années 1810, grosso modo. Et donc c'est une collection de vignes, de vélins qui représentent les variétés de vignes que l'on pouvait trouver en France à cette époque-là. C'est une commande qui émanait de Chaptal, et donc Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur de Bonaparte, avait le souci de valoriser l'agriculture française et d'en faire une arme stratégique et commerciale importante. Et il considérait que la France devait être la première puissance mondiale en termes d'agriculture. Bon, et donc il avait entrepris, notamment pour la viticulture, de faire un inventaire des variétés disponibles afin de faire les meilleurs vins.
Et toute cette dynamique qu'a initié Chaptal a été reproduite par Redouté en partie, qui a donc reproduit un certain nombre de raisins et de variétés de vignes qu'on utilisait en France, qui étaient très mal cartographiées, très mal identifiées. Et en fait, c'est le début de ce qu'on a appelé ensuite l'ampélographie, c'est-à-dire l'art de reconnaître ces variétés viticoles et surtout de choisir les variétés les plus adaptées aux différents terroirs, de façon à produire les vins de meilleure qualité. Donc sur cette idée géniale, je trouve, de Chaptal, on a bâti toute cette science de la vigne d'une manière générale, de l'énologie bien évidemment derrière, et puis de la création des terroirs qui font aujourd'hui la richesse en tout cas de la viticulture française. Et donc là je vous ai mis un certain nombre d'écrits de Chaptal parce que ça fait partie aussi du fonds documentaire, ce sont nos archives. Et donc vous avez là l'écriture de Chaptal qui en fait travaillait aussi sur, c'était un monsieur très polyvalent, il travaillait notamment sur la production de sucre, puisque la France était en blocus avec l'Angleterre et il fallait trouver d'autres sources de sucre que le sucre de canne à sucre qui nous arrivait des Amériques. Et donc voilà, il a travaillé sur différents procédés pour essayer de produire du sucre sans passer par la canne à sucre. Donc c'est passé par la betterave, c'est passé par le jus de raisin entre autres. Et donc voilà, donc on a aussi un certain nombre d'archives comme ça qui sont en fait les lettres d'académiciens célèbres. On a Parmentier, on a Chaptal, on a Lafayette, etc. Donc voilà, un certain nombre de grands hommes qui se sont intéressés peu ou prou à l'agriculture. Et puis je termine par cette collection donc, qui était un peu présentée tout à l'heure dans le petit salon, mais qui est donc la collection des livres de l'Académie d'agriculture de France et qui sont produits avec le concours de Presse des Mines. Et donc ils traitent de sujets sociétaux qui intéressent nos concitoyens au regard de l'agriculture et notamment les derniers ouvrages parus. Il y a un ouvrage sur le Covid et l'agriculture, quelles sont les conséquences du Covid sur les activités agricoles. Il y a les OGM, il y a les idées reçues en agriculture, la santé du végétal, et puis tout récemment un ouvrage sur l'agroécologie, donc qui vient de paraître. Voilà un tour d'horizon très rapide de ce riche fonds documentaire, et vous êtes tous les bienvenus pour venir le visiter.